Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Warzone, votre podcast spécial baseball universitaire et le tout en français. Bien content de vous retrouver alors que j'avais annoncé qu'on allait pouvoir continuer tranquillement dans notre top 100 pour les prochains épisodes, celui normalement de cette semaine et les suivants. Mais l'actualité nous a rattrapés, j'ai communiqué là-dessus sur les réseaux sociaux, mais vous n'êtes pas sans savoir qu'une grande figure du baseball universitaire vient de passer l'arme à gauche. Je savais pas comment le dire en fait. C'est venu tout seul, bref. Donc Skip Bertman est décédé. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est peut-être pas forcément, même si j'en ai parlé auparavant, mais c'est peut-être pas forcément quelque chose ou quelqu'un qu'on connaît bien. Donc en fait, je vais faire un petit épisode assez spécial sur lui. On va pouvoir un peu retracer son parcours, voir pourquoi il est aussi important. Il a été aussi important que ce soit pour LSU, tout simplement, et pour le baseball universitaire dans son ensemble également. Donc je sais pas du tout, encore une fois, la longueur de l'épisode. Ça pourrait être un épisode très très court, comme plus long, on va voir, vous le verrez bien. Avant de commencer, cela dit, bien entendu, le petit instant promo, vous pouvez retrouver cet épisode et tous les précédents sur vos plateformes d'écoute préférées ainsi que sur YouTube. Et le Homera, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux. On va y aller sans plus tarder pour cet épisode spécial le Skip Bertman. C'est parti. Cet épisode d'ailleurs, puisque ce n'était pas prévu, je n'avais rien noté, enfin j'ai forcément rien noté de particulier, j'avais pas préparé quelque chose, j'avais préparé en fait mon épisode suivant, parce que j'avais déjà préparé à l'avance le top 100 comme je l'avais déjà évoqué. Donc ça risque de pas être très structuré, dans le sens où voilà, ça nous tombe dessus voilà, à tout le monde. Mais je vais essayer d'avoir une sorte de fil conducteur, donc par avance, je m'excuse s'il y a des hésitations plus que d'habitude, si vous m'entendez dire « Ah bah attendez, je vais chercher ça ou ci ou ça », puisque c'est quasiment en direct que je vais faire des recherches plus approfondies, puisque moi je connais quand même le personnage. Par le biais de joueurs all-time, j'ai parlé de lui, par le biais de l'équipe de LSU, j'ai déjà parlé de lui, mais pas en détail. Une chose à noter, de toute façon on va en reparler, mais il a côtoyé des grands entraîneurs et j'avais fait une vidéo il y a fort longtemps maintenant à propos de l'université de Miami et donc d'un des architectes du baseball universitaire au global et donc de Miami, Ron Fraser. Et Ron Fraser et Skip Bertman, on va en reparler, ont eu une certaine relation, on va dire même que Ron Fraser a été un des mentors de Skip Bertman et Skip Bertman lui a aussi bien rendu par certaines choses. Donc c'est un entraîneur, forcément, si vous suivez le baseball universitaire et que vous vous intéressez un peu à l'histoire du sport, de ce sport et de cette discipline, bah, vous allez savoir qui c'est, vous allez savoir un minimum de choses, mais après en termes de détails purs et durs, voilà, je ne suis pas une encyclopédie sur Skip Bertman. Donc c'est pourquoi, encore une fois, comme j'ai dit à l'avance, je m'excuse, ça risque d'être un tout petit peu désordonné, je vais essayer de suivre une sorte de fil conducteur un peu en direct. On va faire ça d'ordre, on va dire entre guillemets chronologique si c'est possible, mais il y a possibilité que je fasse des allers-retours si je fais ah bah j'ai envie de parler de ça aussi, ah mais je viens de me rappeler de ça et de ci et de ça, mais en essayant d'être le plus structuré encore une fois possible pour pas non plus vous perdre complètement puisque ce n'est pas le but. Donc commençons par une mini bio, on va commencer par voilà sa date de naissance, il est né il y a fort longtemps maintenant, en mai 1938, du côté de Détroit. Mais Détroit, c'est pas une ville qui va le voir grandir, parce qu'il va grandir du côté de Miami Beach. Il va d'ailleurs passer ses études, donc ses années notamment lycéennes et ensuite universitaires à Miami. Tout d'abord au Miami Beach High School et ensuite à l'université de Miami, donc la fameuse université que vous connaissez bien à la fin des années 50, il va être là-bas. Il va tout d'abord être, il va être non seulement reconnu pour ses qualités de joueur de baseball, on va le voir notamment jouer outfielder, catcher, de belle manière. On va aussi le voir faire des belles choses au niveau football, donc football américain, notamment quand il était en high school. À Miami, l'université de Miami en tant qu'universitaire, là par contre c'est un pur joueur de baseball. Il va faire ses trois années là-bas en tant que, donc, comme j'ai dit, d'outfielder et de catcher. Il va aussi donc obtenir son diplôme
Et c'est vrai qu'on va pas forcément le retenir pour sa carrière de joueur, mais pour sa carrière de coach, tout simplement. Il va commencer dans les années 60, donc au final quelques années après avoir réussi à obtenir son diplôme de fin d'études, il va devenir le coach en fait de son fameux high school de Miami Beach, là où il a été auparavant. Donc un très jeune coach. Et en fait, il va être très successful, voilà, il va gagner, il va avoir beaucoup de succès. Ça commence. Euh, il va coacher là-bas de 1965 à 1975. Il va tout simplement transformer cette high school de Miami Beach en une place forte au niveau de l'État de Floride quand on parle de baseball lycéen. En 11 saisons, ça c'est du Wikipédia, attention, donc je vous crache un peu Wikipédia, mais en 11 saisons en tant que head coach donc de Miami Beach High School, il va gagner, je pense, 2 championnats d'État, donc 2 championnats d'État de Floride, et il va être aussi finaliste 2 autres fois. Je pense aussi qu'il va être élu, waouh, le français ça devient compliqué, mais il va être élu coach de l'année au niveau de l'État de Floride 3 fois. C'est clairement en fait à partir de ce qu'il fait à l'université, au lycée de Miami Beach, que quelque chose d'important pour lui, pour Ron Fraser, parce qu'on vient de parler de Ron Fraser, et donc pour le baseball universitaire en général, va se passer. Les deux vont se rencontrer et Ron Fraser va vouloir le recruter. Il va le recruter à plusieurs postes en fait, il va vraiment l'avoir comme homme de confiance. En tant qu'homme de confiance, il va faire de Bertman son coordinateur au niveau du recrutement. Je viens de faire un gros bruit, j'espère que ça ne vous a pas explosé les oreilles. Son pitching coach. Et ça va être aussi son associé head coach. Notamment sur la dernière partie, la partie justement victorieuse de Miami. On loue en fait ses qualités de stratège. Le fait qu'il veuille injecter des choses assez particulières au baseball, et une de ces choses va être très connue, et est très connue, on va en reparler dans quelques secondes ou quelques minutes, mais j'ai vraiment envie d'aller dans l'ordre chronologique le plus possible. Donc, en 76, comme je l'ai dit, il arrive à Miami, fort en fait d'une réputation dans la ville et dans le comté et dans l'état. Et surtout, très rapidement, Ron Fraser va en faire un de ses hommes de base, un de ses hommes de confiance, mais complète. Et pour ce faire, il va vouloir mettre en place ce que Bertman lui susurre à l'oreille, notamment sur l'aspect spectaculaire et l'aspect ruse. Et là, on y arrive. Pour ceux qui ont vu cette vidéo maintenant il y a longtemps, donc je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui s'en rappellent, sur l'université de Miami, et surtout sur la partie baseball et ce qu'a fait Ron Fraser, l'architecte en fait d'un Miami victorieux qui fait que Miami est aujourd'hui connu comme l'une des facs les plus victorieuses du college baseball. Ce n'est pas la seule bien entendu, et LSU, vous l'avez compris, sera également cité dans ce podcast. Mais pour ce faire, Ron Fraser va avoir en tant que head coach les accolades pour un des jeux les plus connus, les plus mythiques des College World Series, tout College World Series confondu, le fameux The Grand Illusion. J'en avais parlé puisque c'est un moment quand même particulier, très très important de l'histoire du baseball universitaire, des College World Series et donc de l'histoire de Miami, parce que c'est notamment par ce play un peu rusé qu'ils vont pouvoir remporter le titre. Alors c'est pas directement ça, mais ça en fait partie. Donc je le rappelle en fait qu'est-ce qui s'est passé, et ensuite je vais vous expliquer en quoi Skip Bertman y est mêlé. On a en fait le lanceur qui fait semblant de lancer un mauvais pick-off vers la deuxième base. Donc tous les joueurs défensifs plongent en fait, et ils font semblant de chercher la balle au niveau du champ extérieur. Ils font croire en fait que la balle, voilà, il a loupé son pick-off, et du coup ils essaient de retrouver la balle qui serait partie vers le champ extérieur. Donc en réalité, le lanceur, il l'a toujours dans son gant. Mais le coureur adverse, lui, il ne le sait pas.
Donc le coureur adverse, pour lui, la balle est dans l'outfield, donc il va commencer à sprinter vers la troisième base et en fait il va se faire retirer puisque le lanceur avait donc la balle dans ses mains. Alors, euh, c'est une autre époque, hein. Là c'est 1982, c'est peut-être un autre baseball, d'autres règles hein, également. Je peux même pas vous dire si si c'est toujours possible de faire ce genre de jeu. Ceux qui sont vraiment férus des règles actuelles et qui pourraient revenir vers moi pour m'en parler plus en détail, bah, je vous invite à revenir vers moi. Mais en fait, la personne derrière ce trick play, on peut dire un trick play hein, pour le coup, c'est Skip Bertman. Vous l'avez compris. C'est pourquoi hein, euh, on parle beaucoup de lui. Skip Bertman, il va apporter aussi une sorte, comment je peux dire ça, euh, comment je peux dire ça, de discipline, de rigueur. Euh, pour lui, quelque chose qui est très important, qu'il va amener que ce soit à Miami, mais surtout après à LSU, la préparation mentale. Très clairement, Bertman, c'est un des pionniers, si ce n'est le pionnier, dans tout ce qui est approche mentale, donc dans l'intégration de la psychologie sportive. Notamment, parmi les choses que l'on reconnaît de ce qu'il a fait, il imposait aux joueurs des séances de relaxation, des séances d'imagerie mentale collective dans le noir complet avant les grands matchs. Euh, il essaie de projeter ses joueurs mentalement, donc des mois avant même la compétition, avant notamment le début du tournoi national et donc après des College World Series, il leur faisait se projeter jusqu'à Omaha. Pourquoi pour lui, cette préparation mentale était indispensable pour que les joueurs n'aient pas ce facteur trac, stress, intimidation au moment où s'ils arrivent vraiment jusqu'au College World Series, ils arrivent donc à Omaha avec une ambiance particulière, avec une pression de façon inhérente particulière au fait que vous êtes à quelques marches d'un potentiel sacre national. Il a fait beaucoup de choses en fait au niveau de l'aspect mental. On l'a retrouvé tout d'abord à Miami, et à Miami, comme je l'ai dit, il va tellement graver les échelons que justement sur cette période de titre 82, et je pense qu'il reste là-bas jusqu'en 85, ou peut-être un peu moins, je sais plus de mémoire, 83 pardon. Bah oui, je suis bête, 83 parce qu'après il va à LSU. En fait, je suis un peu fou. Euh, merci Wikipédia de m'avoir rappelé les dates, du coup, parce que je sais qu'il était à LSU, il est parti à LSU de 84 à 2001, donc je sais pas pourquoi j'ai dit 85. Mais bref. Donc, en fait, il va quitter Miami tout en haut, hein, voilà, au niveau du sommet. Et pour lui, on arrive clairement à la croisée des chemins, hein, puisque à cette époque-là, il a quoi? Il doit avoir 45 ans, 46 ans maximum. Et pour lui, c'est le moment de vraiment prouver qu'il peut être à la barre et récupérer un programme et en faire voilà, une place forte du baseball universitaire. Vous l'avez compris, arrive 84. 84, en fait, tout simplement, il est sur sa première saison du côté de LSU. Et on va pas faire saison par saison, bien entendu, mais on va d'abord rappeler ce qu'était LSU au moment où Bertman arrive. Euh, Au niveau financier, tout d'abord, le programme de baseball, il est déficitaire. Au niveau sportif, et donc au niveau, comment je peux dire ça euh, comment je pourrais dire ça? Visibilité, on va dire. C'est un sport qui est quasiment inconnu au bataillon par ses fans. Pourquoi? Puisque le football américain, prend clairement la place la plus importante au niveau des disciplines universitaires, d'autant plus à bâton rouge. Au niveau même infrastructure et logistique, le stade, hein, le Alex Box Stadium, donc historique, hein, n'avait que quelques gradins, les clôtures c'était juste du grillage rudimentaire. Voilà, on comprend bien très rapidement que le baseball n'est pas, comment je peux dire ça, n'est pas un sport majeur ou même un sport ne serait-ce qu'intéressant pour les dizaines de milliers d'étudiants, ou peut-être milliers d'étudiants, peut-être je vais un peu trop loin avec dizaines de milliers d'étudiants, mais que ce soit les étudiants ou même la ville en soi, euh, personne n'y va. Seulement quelques curieux, et ces curieux sont souvent en fait de famille des joueurs, tout simplement, hein. Comme je l'ai dit, clairement, la Louisiane, bah, elle est rythmée en fait au niveau du football, hein. C'est-à-dire que l'automne appartenait au football américain, et en fait, le printemps appartenait à faire des balades, quoi. On n'a pas de sport à suivre pendant le printemps, c'est la mort sportive, on va dire. Bertman arrive donc avec plusieurs objectifs. Son premier objectif, c'est de
peut-être même pas raviver, mais de créer une flamme au niveau du baseball, de montrer qu'un programme de baseball universitaire non seulement peut être rentable financièrement, c'est-à-dire donc comment on fait ça? Bah, en ramenant des gens qui vont payer au niveau de la billetterie, bien entendu, euh, en faisant en sorte d'attirer les jeunes talents, puisqu'en attirant les plus grands talents jeunes, bah, on attire aussi ceux qui les suivent depuis la partie lycéenne, que ce soit au niveau des familles, que ce soit au niveau des proches, que ce soit même au niveau de leurs écoles, puisque comme on le sait, aux États-Unis, il y a une grosse culture associée à l'école. Vous n'allez pas par exemple dans un club de foot, vous faites le foot dans votre école en fait, très clairement. Donc, il faut trouver une façon en fait de créer cette ferveur, voilà, je cherche encore une fois mes mots, mais cette ferveur, je pense que c'est pas mal. Euh, L'objectif n'est peut-être pas de concurrencer le football, bien entendu. De toute façon, ce ne sont pas sur les mêmes horaires, vous avez compris, sport de printemps versus sport d'automne. Mais c'est de pouvoir avoir au printemps quelque chose d'aussi impactant, ou quasiment aussi impactant que ce que le football est pour LSU au niveau de l'automne. Les premières années ne sont pas si faciles que ça, parce que comme je l'ai dit, il part quasiment de zéro. C'est-à-dire que il y a très peu de joueurs vraiment euh, répertoriés, reconnus, célèbres qui vont décider de commit du côté de LSU. Lui, ce qu'il va essayer de faire, en fait, c'est tout simplement de trouver des moyens un peu dérivés, parce que vous l'avez compris, c'est un rusé, hein, c'est un futé, c'est quelqu'un qui a un aspect psychologique très important. Il va essayer de trouver des solutions pour pouvoir, en fait, donner envie aux gens de venir. Il va faire des choses, hein, par exemple, via euh, via des retails, des choses comme ça. Il va proposer des billets gratuits, notamment dans les supermarchés locaux. Il va mettre en place des animations entre chaque manche. Alors pour nous, c'est quelque chose de logique et de basique. Quand on va dans un ballpark, on voit ça tout le temps. Mais je veux dire, dans les années 80, pour un programme universitaire qui est quasiment à l'arrêt, avoir toutes ces choses-là, c'est quasiment révolutionnaire entre guillemets. Notamment, une des choses qui est le plus important, c'est de pouvoir trouver une façon de donner de la curiosité aux enfants. Pourquoi? Parce que les enfants, c'est le marché en fait, tout simplement. Si vous arrivez à attirer les enfants, vous attirez les parents, vous attirez les familles. Ces enfants qui peuvent s'identifier ensuite à l'aspect baseball de leur université, qui peuvent devenir les futurs joueurs de demain en fait, tout simplement. Clairement, il va se baser sur le baseball, c'est un spectacle, avant d'être un sport de niche, entre guillemets. Hein. Je rappelle que c'est quand même le passant national, toujours à cette époque-là, mais euh, on sent qu'on est déjà sur une bascule avec le football américain qui prend clairement l'ascendant sur le baseball. Le baseball est déjà à cette époque-là, hein, parce qu'on est dans les années 80, il y a une quarantaine d'années, mais à l'échelle de l'histoire du baseball, c'est contemporain, c'est très récent. Et ben le baseball, c'est déjà plus quelque chose de commémoratif, plus quelque chose de entre guillemets qu'on associe à des souvenirs, qu'on associe encore une fois à des choses familiales que le fait de le suivre pour son aspect purement sportif. Donc voilà, euh, clairement LSU c'est le désert en 84 et LSU va devenir, hein, on va pas faire chaque année encore une fois comme j'ai dit, LSU va devenir une sorte d'oasis tout simplement. Ouais, je suis un peu fort dans les comparos, hein, désert, oasis, vous suivez. Euh, Dès la fin des années 80, LSU est déjà en train de se hisser tout en haut en fait hein, de la SEC qui d'ailleurs à l'époque n'est pas encore une place forte du baseball universitaire. Avant que Skip Bartman arrive, et ça il faut le rappeler, c'est pour ça que je dis que euh, ce qu'il a fait ça n'a pas impacté que LSU, ça a impacté le baseball universitaire de manière générale. La SEC, c'est pas une conférence de baseball, c'est bien sûr une conférence plutôt de foot. On peut même voir du basket si on veut, mais le baseball, c'est pas non plus fifou. Il y a quelques facs hein, qui font la part belle à des stars, hein, je pense à Mississippi State, hein, qui a dans les années 80 quand même des très 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 gros joueurs. Euh, mais en général, le baseball universitaire, ça appartenait au programme de la côte ouest. USC, vous avez compris, le club le plus titré, enfin la fac la plus titrée, c'est Los Angeles. Arizona State, l'une des facs les plus titrées, c'est encore à l'ouest. Au niveau de l'est, la fac clairement qui a tiré son épingle du jeu, et on vient d'en parler, c'est Miami. Donc encore une fois, on n'est pas dans la SEC.
Euh, Lui, ce qu'il va faire en fait, en réussissant cette démarche presque commerciale que je viens de dénoncer il y a quelques minutes, il va montrer en fait aux autres membres de la SEC qu'il est possible d'avoir un sport rentable avec le baseball. Lui, il va réussir dès la fin des années 80 à réunir des milliers de spectateurs et des spectateurs payants. On est passé de cette idée à attirer les gens avec de la gratuité à déjà, notamment grâce à tout ce que fait LSU et tout ce qui est en train de faire donc Bertman au niveau de la réputation de la fac, euh, il arrive maintenant à fidéliser une clientèle. Les autres facs, elles voient tout ça et vont se décider aussi à investir massivement. Et c'est pourquoi on va avoir ce chiffre à partir des années 90 où la SEC petit à petit est en train de se poser là en tant que référence du baseball universitaire. Donc voilà, c'est pas rien ce qu'il a fait. Maintenant, on revient aux sportifs. Dès 1986, c'est-à-dire 2 saisons à peine après son arrivée au niveau de la SEC, il remporte la conférence. Il va continuer à montrer que voilà, pour remporter la conférence face à LSU, il faut vraiment se lever de bonheur entre guillemets. Mais surtout, lui, sa cible, puisqu'il a déjà goûté, c'est d'arriver au College World Series. Pour arriver au College World Series, il faut clairement maintenant investir du temps et de l'argent sur des jeunes à fort potentiel. Bingo, vous l'avez compris, j'en ai parlé de quelques-uns des jeunes de son époque, notamment Ben McDonald, qui a d'ailleurs Ben McDonald au passage, voilà, on fait des allers-retours, mais au passage, il a fait un très bel hommage, j'ai écouté, il était dans un des podcasts de D1 Baseball, un vibrant hommage donc à son ancien coach. Mais LSU, très clairement, voilà, commence à attirer du monde et du beau monde, notamment des joueurs qui font partie de mon top 100, donc je ne vais pas trop en reparler, de toute façon, on en avait parlé il y a 1 an ou 2 quand j'avais fait le meilleur joueur par position dans l'histoire du college baseball, enfin bref, si vous vous rappelez. LSU en 90 arrive clairement à maturation. Là, on se dit, ça y est, ce n'est plus qu'une affaire de temps avant qu'on voit LSU pouvoir remporter carrément le titre national. C'est clairement même la ligne directrice, même au niveau médiatique, etc., etc. Tout le monde se dit que LSU, c'est la prochaine grosse équipe à pouvoir, ou grosse fac à pouvoir remporter le titre national parmi les équipes qui n'ont pas encore remporté à cette époque-là de titre national. Arrive enfin donc le Graal avec cette année 91. En 1991, LSU remporte donc le titre de SEC, mais également ses premiers College World Series, donc le premier titre national de son histoire. En 1992, il remporte encore le titre SEC. Cette fois-ci, il ne remporte pas le titre au niveau national, pardon. En 1990, au passage, ils avaient déjà remporté un premier titre SEC, enfin un deuxième titre SEC, mais le premier donc d'un back-to-back. Alors vous n'allez pas le sentir, mais comme souvent il se passe que des dingueries ici. Je sais pas ce qui s'est passé, mais l'alarme incendie s'est allumée au moment où j'étais en train d'enregistrer, donc pas de panique, rien de voilà. C'est un peu bizarre parce que il y avait rien, il n'y avait pas de feu ou quoi que ce soit, mais ça s'est allumé, déclenché tout seul, donc j'ai dû couper, donc ça va faire un peu bizarre. C'est-à-dire que vous allez commencer à m'entendre parler d'un coup, vous allez m'entendre m'expliquer à propos d'un potentiel feu de forêt. Non, pas du tout. Bref, juste l'alarme incendie qui s'est allumée et qui m'a un peu brisé dans mon élan. Mais on va continuer. Donc je disais en fait que 90-93, c'est vraiment la domination totale. Alors, il ne va pas remporter le titre national de chaque année, mais il va remporter donc le titre en 91 et en 93, sachant que de 90 à 93, il remporte la SEC sans partage. Forcément, il commence à avoir des accolades en termes de coach de l'année. Il devient le coach de l'année au niveau national en 91 et en 93 notamment. 86, il est coach de l'année par Baseball America. Vous savez que comme je le dis souvent, on peut être coach de l'année via différentes manières, via différents médias ou différentes organisations ou consortiums. Et surtout, il va être coach de l'année dans sa conférence, parce que je rappelle encore une fois que le sport universitaire fait la part belle quand même à la conférence, entre guillemets, en priorité. Donc 86, il est coach de l'année en SEC, 90, 91, 92, 93 également.
Et donc on arrive à un moment où clairement Skip Bertman est en train de faire de LSU, hein, la fac la plus forte, tout simplement, de la décennie 90. On peut pas, voilà, il n'y a pas mieux à dire. Euh, En 96, il remporte un nouveau titre. Et ce titre-là, c'est, encore une fois, j'en ai parlé, c'est certainement les plus belles finales de l'histoire du college baseball. Mais pour lui, c'est un aspect particulier, puisque c'est face à qui? C'est face à Miami. Et oui. Donc Miami, vous avez compris, cette histoire entre Bertman et Miami, elle est continue en fait. Euh, il remporte un titre voilà, dont tout le monde parle, puisque, comme j'ai dit, c'est un titre qui se déroule dans une... Enfin, c'est une match-up qui se déroule de manière exceptionnelle. Et en 97, il remporte également un titre, ce qui fait qu'entre 90 et, on va dire, 97, il remporte donc quoi? 4 titres nationaux, et il remporte également 4, 5, 6 titres de conférence. Donc là, à ce moment-là, on le sait déjà, on a affaire à l'un des coachs les plus victorieux de l'histoire dès juste cette décennie. En une décennie, il a fait de LSU une fac qui a remporté autant de titres que Miami au total. C'est-à-dire Miami en dépassant bien sûr les années 80 et ensuite l'année 2000. Il va remporter un 5e et dernier titre justement en 2000. Cette victoire face à Stanford en 2000, ça aussi augure de la fin de carrière d'entraîneur de Skip Bertman. Je rappelle, il est né en 1938, donc en 2000, voilà, il commence quand même à avoir un certain âge, il n'est pas non plus trop vieux, mais il commence voilà, à sentir les années passées, il doit avoir 60 et quelques, 61, 62 ans. Et en 2001, il va donc tirer sa révérence, après donc 17 années, et donc, si je dis pas de bêtises, 18 saisons à la tête de LSU. Donc, je vais vous rappeler son record à LSU. Au global, il a gagné 870 matchs, il en a perdu 330, et donc 3 matchs nuls. Au niveau du tournoi national, il a l'un des records les plus fous de l'histoire. 89 victoires pour 29 défaites. C'est-à-dire que c'est l'un des ratios les plus élevés pour un de ses coachs ayant joué autant ou ayant fait jouer ses équipes autant de fois au niveau du tournoi national. C'est une folie furieuse. Et donc, bah voilà, il se place là au niveau comme un Augie Garrido par exemple, dont on a parlé pour Kelsey Fullerton, comme bien sûr un Rod Dedeaux, hein, la référence ultime du côté de USC. C'est l'un de ces coachs-là qui a en fait complètement révolutionné le baseball universitaire, comme justement son mentor et ami Ron Fraser, avec qui il a travaillé. Et donc il est impliqué dans plus que 5 titres au final, puisque vous l'avez compris, il aura aussi remporté le titre avec Miami en 82. C'est-à-dire que techniquement, il est impliqué dans 6 titres via 2 facs qui, avec son passage, donc Miami c'est pas lui directement mais il fait partie de cette équipe-là, avec son passage, il a transformé ces programmes-là. Puisque Miami, je le rappelle, bon, on en a encore une fois, il y a une vidéo pour ça sur le Homera, sur YouTube, je fais ma petite pub au cas où, qui est très intéressante sur Miami Université et donc comment elle est devenue une place forte du baseball universitaire. Mais avant cela, Miami, alors certes, ne partait pas d'aussi loin que LSU, parce que Miami avait quand même réussi à mettre en place des bases assez solides, mais ce n'était pas encore la place forte du baseball universitaire avant donc Ron Fraser et donc Skip Bertman arrivent. À LSU, c'est encore plus flagrant et prégnant. Et surtout, LSU, je le rappelle, puisque c'est aussi l'actualité, LSU a clairement bénéficié de Skip Bertman en termes de, comment je vais dire ça, de legacy, en termes d'héritage. Après donc avoir été l'entraîneur de LSU, il va devenir AD, donc c'est Athletic Director, donc directeur athlétique tout simplement si on veut parler en français. Il va prendre en fait la tête du département athlétique de 2001 à 2008 et il va travailler sur la modernisation de toutes les infrastructures du campus de LSU. Clairement, je pense qu'ils appellent ça le Tradition Fund, pour vous donner un nom. Clairement, si je dis pas de bêtises, il a fait en sorte aussi d'être impliqué dans l'un des titres importants de LSU, mais cette fois-ci c'est au niveau du football, puisque je pense que le titre de 2007
Il a remporté sous l'égide de Les Miles et clairement attribué au fait qu'il a engagé Les Miles. Donc, voilà. Je pense que j'ai dit quand même pas mal de choses pour retracer son parcours. C'est quelqu'un aussi, hein, et ça il faut le rappeler, qui a préparé sa succession, et c'est pour ça qu'on parle de legacy, notamment au niveau du baseball, puisqu'il a choisi Paul Mainieri. Pour ceux qui ne connaissent pas Paul Mainieri c'est aussi l'un des grands coachs de LSU, donc qui a succédé justement à Skip Bertman. Il a remporté le titre de 2009 avec LSU. Voilà. Et je sais que même si là, la filiation est bien moins directe, mais l'actuel coach, hein, Jay Johnson, il s'appuie clairement, ça a été dit plusieurs fois, sur les principes tactiques, sur l'aspect mental, préparation mentale et psychologique, clairement mis en place par Bertman, comme je l'ai expliqué un peu auparavant. Donc voilà. Là aujourd'hui, à l'heure où on parle, la SEC, c'est la meilleure conférence tout simplement de la nation en termes de baseball universitaire. Je le rappelle que là, ils viennent de remporter avec Oklahoma un nouveau titre consécutif, c'est-à-dire que depuis 2018 et Oregon State, chaque équipe qui a remporté le tournoi national est une équipe qui vient de la SEC. LSU en tant que tel a remporté donc 3 autres titres après sa fin de carrière en tant que head coach, le 2009 avec Paul Mainieri et donc les 2023 et 2025 avec Jay Johnson. Et que dire d'autre ? Il a mis en place l'aspect aussi commercial, l'aspect financier, hein, faire en sorte que le baseball soit comment je peux dire ça, un sport qui vous permette de gagner de l'argent au niveau universitaire. Attention, ça aussi c'est important. Et donc bien entendu, il a donc eu des joueurs sous son aile, comme justement Ben McDonald, hein, qui a d'ailleurs été numéro 1 de sa draft, hein, si je dis pas de bêtises, à l'époque. Mais pas que lui, beaucoup de joueurs incroyables, beaucoup de moments incroyables à LSU, et donc on se rappelle de lui, et on va se rappeler de lui voilà, pour des années, puisque c'est clairement le monsieur qui a fait de LSU cette place forte du baseball universitaire, tout simplement. J'en ai pas parlé, mais il a aussi aidé l'équipe de Team USA, notamment au niveau des Jeux Olympiques. Avec Team USA, il vient en tant que coach assistant pour les Jeux Olympiques de 1988. À l'époque, c'était juste un sport de démonstration, donc il gagne, hein, il finit en première place de cette fournée. Et ensuite, en 95 et 96, il est aussi coach, et c'est aussi les head coach de l'équipe nationale. Et en 96, ils vont remporter le bronze aux Jeux Olympiques d'Atlanta. Ils vont notamment battre le Nicaragua au match pour la 3e place, tout simplement. Tout ça fait que forcément, vous avez compris, hein, Skip Bertman, c'est clairement le monsieur derrière LSU. On ne peut pas imaginer quelqu'un d'autre que Skip Bertman quand on parle de LSU et de baseball. Pour ceux qui aiment le foot d'ailleurs, hein, j'en ai pas parlé parce que je pense pas que ce soit relevant, mais s'il y en a qui sont au football américain, qui écoutent le podcast, hein, Nick Saban, hein, très connu du côté d'Alabama. Nick Saban a été aussi très connu du côté de LSU, puisqu'on le rappelle, il a gagné le BCS Championship en 2003, en 2003, ce qui fait que, voilà, LSU a aussi une histoire particulière avec ce monsieur très connu. Bien sûr, c'est quelqu'un qui est au Hall of Fame, hein. Alors, j'ai pas envie de vous dire de bêtises, je pense qu'il fait partie de la première classe, hein, la classe, oui c'est ça, la première classe de Hall of Fame du College Baseball, parce que le College Baseball Hall of Fame, je l'ai dit assez souvent, a été intronisé pour la première fois en 2006, donc il fait partie de cette première classe, hein, comme beaucoup d'autres coachs légendaires. Et donc voilà, j'ai envie de dire que ça me paraît pas mal pour une sorte d'hommage. Skip Bertman, il a fait partie, il a été un pionnier, il a construit LSU, il a aidé à construire Miami, il a construit quelque part la SEC, il a construit l'économie moderne du baseball universitaire dans cette même SEC, il a fait en sorte que la SEC soit la conférence la plus dominante, très clairement. Alors, pas à lui tout seul, mais clairement, son influence est énorme. Et c'est pourquoi je pense que c'était important pour moi de revenir sur qui était ce monsieur. Encore une fois,
comme j'ai dit, comme ce n'était pas préparé, j'ai pas pu aller trop loin dans les recherches. Et là, j'ai des pages internet un peu partout devant moi, devant mes yeux, mais c'est difficile à suivre. Moi, je suis très nul en multitasking, faire plusieurs choses à la fois. Mais en tout cas, voilà, j'espère que ça vous aura plu d'en apprendre un peu plus sur ce monsieur. J'espère que ça va vous donner encore plus envie d'en apprendre plus sur l'histoire du college baseball et ces personnes qui ont façonné le college baseball. Et voilà, j'ai envie de dire que l'épisode du jour se termine, donc ça sera un épisode au final pas long du tout, mais j'espère encore une fois qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des retours comme à chaque fois. Merci beaucoup pour les likes, juste pour les écoutes. Mais encore une fois, je tiens à le rappeler, c'est vraiment un podcast niche quand on y pense. C'est pas voulu, je n'essaie pas de faire l'élitiste, mais je sais que le sujet de base, le baseball, pour un public francophone, même si on a quand même pas mal de fans, ça reste à l'échelle francophone assez niche, mais encore plus le college baseball, le baseball universitaire. Donc le fait que je puisse parler de quelque chose que j'aime vraiment, mais que surtout je vois maintenant des écoutes de plus en plus régulières, euh, ça fait chaud au cœur parce que ça donne envie de continuer. La dernière chose dont j'ai envie de parler, alors normalement on va reprendre notre top 100 après cet épisode spécial de la semaine prochaine, mais va y avoir quelques turbulences dans le calendrier. Je reviendrai vers vous, mais en fait tout simplement je vais repartir en France pour quelques semaines pour me reposer déjà, parce que je travaille comme un taré aux États-Unis, désolé pour le mot. Mais je vais profiter pour voilà, me reposer, aller voir la famille et compagnie. Donc je ne vais pas aller en France avec mes outils d'enregistrement, donc je pense que je vais juste faire une pause. J'aurai le temps d'en reparler quand je saurai exactement quand est-ce que je pars, mais ça sera certainement mi-fin septembre, voire début octobre. Donc on aura le temps d'en reparler, ce qui fait que euh, pendant peut-être 2 semaines, il n'y aura pas d'épisode de Warzone. Et j'ai envie de dire, voilà, hein, tout simplement, je ne vais pas vous garder plus longtemps. Merci encore une fois beaucoup. Et n'hésitez pas à me faire vos retours sur cette histoire par rapport à ce monsieur qui était donc Skip Bertman. Bertman, pardon. Waouh, fatigué. Allez, ciao.